Le dossier glissa sur la table de Noël si doucement qu'il ne fit presque aucun bruit. La mère de Daniel le poussa du bout de 2 doigts, juste entre le plat de patates douces confites et la corbeille de petits pains, comme si elle me proposait quelque chose de poli. Son sourire restait figé, net et froid. « Nous pensons que c'est ce qu'il y a de mieux, » dit-elle, avant que le mariage n'aille plus loin. Pendant une seconde, personne ne bougea. Les lumières du sapin, dans le coin, clignotaient, rouge, or, rouge, or. Quelque part dans la cuisine, un minuteur faisait entendre son tic-tac. Daniel regardait son assiette. Son père croisa les mains comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires plutôt que d'un dîner de Noël. Sa sœur prit une gorgée de vin et s'efforça de ne pas paraître intéressée. Je posai ma main sur le dossier, mais ne l'ouvris pas immédiatement. Avant même de voir le titre sur la première page, je savais ce que c'était, un contrat. Pas le genre que les gens utilisent quand ils veulent de l'équité, le genre qu'ils utilisent quand ils veulent vous rappeler quelle est, selon eux, votre place. À cette époque, j'avais passé près de 20 ans dans le corps des marines. Je m'étais tenu dans des salles où des généraux prenaient des décisions qui portaient le poids de la vie et de la mort. J'avais enterré des hommes de valeur. J'avais écrit des lettres à des familles. J'avais appris comment fonctionnait le pouvoir et, plus important encore, comment les petites gens agissaient lorsqu'elles croyaient que quelqu'un d'autre n'en avait aucun. Toujours assise à cette table de Noël dans mon plus vieux manteau de laine, je ressentis quelque chose de plus vif que de la colère. Ce n'était pas à cause du papier, mais parce que Daniel était au courant. Je pouvais le voir à la façon dont il refusait de lever les yeux. C'était ce moment-là. C'était cette nuit-là. C'était la seconde où je compris qu'avant d'épouser cet homme, je devais décider si l'amour suffisait quand le courage faisait défaut. Mais ce n'était pas là que l'histoire avait commencé. Elle avait commencé 3 semaines plus tôt, par un matin gris de décembre, avec Daniel debout dans ma cuisine, tenant une tasse de café et me souriant comme si le monde était encore simple. « Je veux que tu viennes au dîner de Noël », avait-il dit. « Mes parents sont enfin prêts à te rencontrer convenablement. » J'étais debout devant le comptoir, en chaussettes, lisant un dossier de briefing matinal avant de me rendre à la base. La maison de ville que je possédais dans un quartier calme à l'extérieur de Quantico était chaleureuse, simple et ordonnée. Pas d'art coûteux, pas de mobilier spectaculaire, aucun signe pour un œil ordinaire que la femme vivant ici gagnait un solide salaire militaire et portait un grade que la plupart des hommes 2 fois plus âgés qu'elle n'atteignaient jamais. Je gardais ma vie ainsi délibérément. Daniel pensait que je travaillais dans un bureau administratif rattaché à la base. Il n'avait jamais prononcé le mot « commis » avec mépris. En fait, il le disait toujours avec gentillesse, comme s'il admirait le fait que je sois stable et sans prétention. Il croyait que je m'occupais de paperasse, de planification de rapports, quelque chose de petit, quelque chose de calme. Je l'avais laissé croire cela, non pas parce que j'aimais la tromperie, ce n'était pas le cas, mais après des années à être salué, à ce qu'on me cède le pas, à être étudié et jugé par mon grade, j'avais soif d'une seule chose que l'autorité ne semblait jamais m'apporter. Une affection sans garde-fou. Je voulais une personne dans ma vie qui me voie, moi, avant de voir les étoiles sur mon col. Je ne l'avais donc jamais détrompé. J'avais 38 ans, j'étais général de division dans le corps des marines des États-Unis, avec des responsabilités qui l'auraient effrayé s'il les avait toutes connues. Mon salaire mensuel s'élevait à un peu plus de $18 000 avant impôts et déductions. J'avais ma propre maison, ma propre retraite, mes propres investissements et suffisamment d'économies pour pouvoir quitter le service demain et vivre modestement pour le reste de ma vie. Mais rien de tout cela ne m'intéressait autant que le caractère d'une personne. Convenablement, demandai-je. Daniel rit. Tu vois ce que je veux dire. Je levai les yeux du dossier. Je croyais les avoir déjà rencontrés convenablement. Tu les as vus à cette collecte de fonds pendant 10 minutes et ma mère était distraite, dit-il. Ce sera différent. Juste un Noël en famille. Détendu. Je me souviens du petit temps d'arrêt que je pris avant de répondre. Daniel le remarqua aussi. Quoi, demanda-t-il. Ta mère ne semblait pas distraite, dis-je. Elle semblait déçue. Il me fit son demi-sourire impuissant, celui destiné à lisser les malaises sans jamais vraiment les affronter. Elle ne te connaît pas encore, c'est tout. C'était la façon d'être de Daniel. C'était un homme bon dans bien des aspects quotidiens et ordinaires. Il se souvenait de la façon dont je prenais mon café. Il vérifiait l'huile de ma voiture sans me le dire. Il apportait ses vestes de costume au pressing à temps et envoyait des fleurs aux veuves de l'église.
Il appelait sa tante tous les dimanches. Il portait mes sacs de course sans que je le lui demande. Mais Daniel avait été élevé dans une famille où préserver la paix importait plus que de dire la vérité crue. Autour de ses parents surtout, il s'effaçait pour devenir quelqu'un de plus petit. Il ne mentait pas, techniquement, il laissait simplement les choses passer sans les contester jusqu'à ce qu'elles se figent en faits établis. C'est quand, le dîner, demandai-je. Le soir du réveillon, dit-il. Ma sœur et son mari seront là aussi. Je posai le dossier et me tournai complètement vers lui. Et qu'est-ce que tu leur as dit exactement sur moi? Ses sourcils se levèrent trop vite. Que tu travailles à la base. C'est tout. Il haussa les épaules. Il aurait été facile, à ce moment-là, de lui dire Daniel, je ne suis pas une employée de bureau. Je suis général de division dans les marines. Et si tes parents veulent savoir si je peux subvenir à mes besoins, la réponse est oui. Mais quelque chose en moi résista. Pas par orgueil, mais par curiosité. À cette époque, j'avais passé assez de temps auprès de la vraie richesse, la richesse héritée, la richesse anxieuse pour savoir que beaucoup de gens ne sont pas mesurés par ce qu'ils possèdent, mais par la façon dont ils traitent ceux qui semblent avoir moins. La famille de Daniel était issue du vieux confort de la Côte. Pas des richesses dynastiques, mais le genre d'argent qui se traduit par des adhésions à des clubs de golf, des coupes de cheveux soignées et la conviction que la réputation familiale doit être protégée de tout embarras. J'avais observé des femmes comme sa mère toute ma vie, voix douce, regard aiguisé, généreuse en public, exigeante en privé. Et j'ai soudain su que je voulais voir quelque chose clairement avant d'épouser son fils. Très bien, dis-je. Je viendrai. Il sourit de soulagement et s'approcha pour m'embrasser le front. Tu verras. Ce sera bien. Je lui rendis son sourire, mais je ne répondis pas. Après son départ pour le travail, je restai seul dans la cuisine pendant un long moment, le dossier oublié, mon café refroidissant dans ma main. Puis je montai à l'étage, ouvris mon armoire et regardai au-delà des manteaux ajustés et des robes habillées que je portais lors des réceptions militaires officielles lorsque c'était approprié. Je choisis le plus vieux manteau que je possédais, un lainage marron, encore décent, mais élimé au poignet. Un manteau que ma mère aurait qualifié de respectable et que d'autres femmes auraient pu qualifier de fatigué. Ma mère m'avait élevé dans une petite ville de Caroline du Nord. Mon père était mort quand j'étais jeune, et ma mère avait travaillé au bureau des registres du comté pendant 26 ans, portant des chaussures raisonnables et gardant chaque reçu dans une enveloppe classée par mois. Elle me disait souvent, une personne de bon caractère n'a pas besoin de s'annoncer. Le monde finira par s'en charger pour elle. Elle disait aussi, si tu veux vraiment savoir qui sont les gens, laisse-les croire que tu ne peux rien faire pour eux. J'entendis sa voix ce matin-là, aussi claire que des cloches d'église. J'ai donc pris une décision. J'irai au dîner de Noël habillé simplement. Pas de bijoux au-delà de ma montre, pas d'autorité polie, pas d'indice. Je garderai une voix douce, je répondrai brièvement et je les laisserai décider de qui j'étais. Non pas parce que je voulais me venger, pas encore, mais parce que je voulais la vérité. Les semaines précédant Noël passèrent dans le flou habituel du devoir et des obligations de décembre. Il y eut des cérémonies, des réunions budgétaires, des revues de personnel et cette douleur annuelle qui s'installe sur les communautés militaires pendant les fêtes, quand chacun est conscient de qui est en mission, qui est en deuil, qui rentre à la maison et qui ne rentre pas. En public, je me comportais comme je l'avais toujours fait, calme, direct, maîtresse de moi. À la base, les gens se levaient quand j'entrais dans une pièce. Des hommes 2 fois plus âgés que moi choisissaient leurs mots avec soin en ma présence. En un après-midi, je pouvais approuver des déplacements, examiner une recommandation disciplinaire et appeler la veuve d'un officier d'état-major. Le soir, j'étais chez moi, arrosant une petite fougère près de la fenêtre de mon salon et faisant chauffer de la soupe sur la cuisinière. Cela me convenait. Daniel passait souvent. Nous avons décoré mon petit sapin artificiel. Un dimanche après-midi, il apporta du chocolat à l'amande d'une boutique locale. Il parla de la fête de Noël de son bureau, du concert de la chorale de sa nièce et de l'obsession de sa mère pour la décoration de la table. Cette année, elle a une porcelaine spéciale qu'elle n'utilise que le soir du réveillon, dit-il. Mon père découpe le jambon comme s'il s'agissait d'une cérémonie. Ça a l'air charmant, dis-je. Il hésita. Tu es nerveuse. Non, dis-je. Je suis observatrice. Il rit, mais quelque chose dans son visage se crispa. Quelques soirs plus tard,
il zappait devant la télévision dans mon salon quand il dit, trop nonchalamment, si mes parents te posent des questions sur ton avenir, ne le prends pas personnellement. Je levai les yeux du fauteuil où je recousais un bouton lâche sur un cardigan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, ce sont des gens pragmatiques. Pragmatiques à quel sujet? Il remua sur son siège. Le mariage, les finances, la stabilité. J'enfilai l'aiguille lentement. Daniel, tes parents pensent-ils que je suis instable? Non, non, il se redressa. Pas instable, juste. Ils aiment savoir où en sont les choses. C'était le deuxième avertissement. Suffisant pour que n'importe quelle femme sensée insiste davantage. Je ne le fis pas, je me contentai de hocher la tête et continuer à coudre. L'après-midi du réveillon était radieux et froid. Je m'habillai soigneusement pour le rôle que j'avais choisi, jupe sombre, chemisier simple, talons bas, mon plus vieux manteau. Pas de boucles d'oreilles, pas de maquillage au-delà de ce qui était nécessaire pour ne pas paraître fatigué. J'attachai mes cheveux simplement et en restai là. En me regardant dans le miroir, je vis exactement ce que je voulais qu'il voie, une femme discrète, assez agréable, oubliable si l'on était insensé. Daniel vint me chercher juste avant 17 heures. Il portait un pull bleu marine et était séduisant, avec cet air ouvert et sincère qui m'avait attiré au début. Il portait une tarte que j'avais cuisinée et complimenta mon manteau, ce qui me prouva qu'il ne voyait absolument pas ce que j'étais en train de faire. Pendant le trajet vers la maison de ses parents, les lumières de Noël brillaient sur les porches et les arbustes. Les banlieues du Maryland à la période de Noël ont un certain sens de l'ordre, des couronnes sur une porte sur deux, des pelouses nettes devenues brunes pour l'hiver, des bougies brillant aux fenêtres, l'impression que les gens s'efforcent de produire de la chaleur humaine sur commande. Daniel tendit la main et toucha la mienne. Merci de faire ça. C'est normal, dis-je. Tu les apprécieras davantage quand tu les connaîtras. Je tournai le visage vers l'obscurité qui défilait par la fenêtre. Peut-être. Leur maison se trouvait au bout d'une impasse tranquille vaste sans être vulgaire. Des colonnes blanches, des volets verts, une lanterne en laiton près de la porte, le genre d'endroit qui avait accueilli de nombreuses fêtes et tenait à ce qu'on remarque qu'il l'avait fait avec succès. Daniel se gara dans l'allée. À travers la fenêtre de devant, je voyais l'éclat d'un grand sapin et le mouvement de silhouettes à l'intérieur. Je pris une inspiration, puis une autre, non pas parce que j'avais peur d'eux, mais parce que je savais, avec ce calme étrange qui précède parfois la tempête, que cette nuit allait m'apporter une réponse définitive. Daniel fit le tour pour m'ouvrir la porte, la tarte dans une main, le sourire aux lèvres. Je sortis, boutonnai mon vieux manteau contre le froid et marchai avec lui jusqu'au porche. De l'intérieur, j'entendais déjà des rires. Puis la porte s'ouvrit. La femme qui ouvrit la porte sourit de la façon dont on le fait quand on a déjà pris sa décision. Daniel, dit-elle chaleureusement, se penchant pour embrasser sa joue. Puis ses yeux se tournèrent vers moi, rapides et jaugeurs. Et ce doit être vous. Sa voix s'attarda sur le dernier mot juste un instant de trop. Maman, voici, commença Daniel. Je me souviens, dit-elle, lui coupant la parole avec douceur. Nous nous sommes rencontrés brièvement. Elle s'écarta pour nous laisser entrer. La maison était exactement ce à quoi je m'attendais, parquet ciré, un grand sapin de Noël paré de boules de verre doré, un léger parfum de cannelle et de jambon cuit dans l'air. Tout était arrangé à la perfection, la façon dont les gens organisent une vie qu'ils veulent voir admirée par les autres. Je prends votre manteau, dit-elle en tendant la main vers le mien. J'hésitai un infime instant, puis je le lui donnai. Ses doigts effleurèrent la manche, et je le vis, ce tressaillement presque invisible dans son expression lorsqu'elle sentit la laine usée. Pas du dégoût, pas tout à fait, juste une confirmation. Elle le suspendit avec précaution, comme s'il risquait de perdre ses poils. Par ici, dit-elle. Nous passâmes dans le salon où le père de Daniel se tenait près de la cheminée, une main posée sur le manteau. C'était un homme grand, d'environ 70 ans, le dos droit avec cette posture qui vient d'une vie entière à croire qu'il a mérité sa place dans chaque pièce. Papa, dit Daniel. Voici. Oui, oui, répondit son père en me tendant la main. Bienvenue. Sa poignée de main était ferme, son sourire pratiqué. Ses yeux, comme ceux de sa femme, firent leur travail rapidement, enregistrant mes vêtements, mes chaussures, ma posture. Content de vous avoir enfin parmi nous, ajouta-t-il. Merci de m'avoir invité, dis-je. Derrière lui, une femme plus jeune s'approcha,
un verre de vin à la main, la sœur de Daniel. Elle était magnifiquement habillée, coiffée avec soin, son sourire éclatant d'une manière qui semblait répéter. « Alors, c'est vous la femme mystère » dit-elle d'un ton léger. « J'ai tellement entendu parler de vous. » J'en doutais. Son mari suivait un pas derrière, plus silencieux, observateur. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire » demanda la mère de Daniel. « De l'eau, ce serait parfait, dis-je. »« Juste de l'eau » demanda la sœur, une pointe d'amusement dans la voix. « C'est Noël. »« Je conduis tout à l'heure, dis-je. » Ce n'était pas tout à fait vrai, mais c'était simple. Sa mère revint avec un verre d'eau et me le tendit avec une politesse appliquée. « Le dîner sera prêt dans quelques minutes. Pourquoi ne pas nous asseoir ?» Nous passâmes au salon. La conversation s'engagea assez facilement, mais pas naturellement. Des questions me furent posées, mais elles étaient orientées dans une certaine direction. « Alors, Daniel nous dit que vous travaillez à la base » dit son père en s'installant dans son fauteuil. « Oui, dis-je. »« Quel genre de travail » demanda-t-il. « Administratif » répondis-je. Il hocha la tête lentement, comme s'il classait cela dans une catégorie qu'il comprenait parfaitement. « Ça doit être stable » dit-il. « Ça l'est » répliquai-je. Sa sœur se pencha légèrement en avant. « Est-ce que ça vous plaît ?»« J'apprécie la structure » dis-je. Cela sembla la satisfaire, ou du moins confirmer ce qu'elle avait déjà décidé. Daniel essayait de maintenir la conversation. Il parlait de son travail, d'un projet qu'il terminait, d'un voyage qu'il pourrait faire au printemps. Sa mère l'écoutait, lui souriant, hochant la tête, son attention chaleureuse et totale quand elle se posait sur son fils. Quand elle revenait vers moi, elle se refroidissait. « Et votre famille » demanda-t-elle. « Ma mère est décédée il y a quelques années » dis-je. Je n'ai pas de frères ou sœurs. Oh, dit-elle doucement en penchant la tête. Ça doit être difficile. Ça l'a été, dis-je. Il y eut un silence non pas de sympathie, mais de recalibrage. Moins de famille, moins de soutien, moins de structure. Son père s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'est une bonne chose que vous ayez Daniel maintenant. Je pris une gorgée d'eau. Oui, dis-je avec calme. C'est vrai. Le dîner fut annoncé un instant plus tard, et nous passâmes dans la salle à manger. La table était magnifiquement dressée, porcelaine blanche avec un délicat liseré doré, verre en cristal, serviette en tissu plié avec soin, un centre de table composé de branches de pin et de bougies. C'était le genre de table que ma mère aurait admiré, avant de s'inquiéter discrètement de peur de la rayer. Nous prîmes place. Daniel s'assit à côté de moi, ses parents en face, sa sœur et son mari à chaque extrémité. Le repas commença par les grâces. Son père inclina la tête et rendit grâce pour la famille, pour les bénédictions, pour l'année écoulée et celle à venir. Ces mots étaient sincères, pratiqués et complets. Quand il eut fini, tout le monde releva la tête. « S'il vous plaît » dit sa mère. « Mangez. » La nourriture était bonne, très bonne. Le jambon parfaitement glacé, les patates douces riches et fondantes, les haricots verts aux amandes, les petits pains chauds et légers, tout était préparé avec soin. Mais la conversation ne s'apaisait jamais. « Alors » dit sa mère après quelques minutes, se tournant à nouveau vers moi. « Avez-vous l'intention de continuer à travailler après le mariage ?»« Oui » dis-je. « Au même poste » demanda-t-elle. « Pour l'instant » répondis-je. Elle hocha la tête, échangeant un bref regard avec son mari. « Je demande cela seulement » continua-t-elle, parce que Daniel a travaillé très dur pour bâtir un certain style de vie. La stabilité est importante. Je suis d'accord, dis-je. Sa sœur sourit légèrement. Bien sûr, parfois les priorités changent après le mariage. Parfois, dis-je. Daniel remua à mes côtés. Je sentais la tension dans son bras. Ils essaient juste de te connaître, murmura-t-il doucement. Je comprends, dis-je. Son père posa sa fourchette. Et qu'en est-il des projets à long terme, demanda-t-il. Les économies, la retraite, ce genre de choses. J'ai un plan, dis-je. Il sourit finement. Je n'en doute pas. C'est juste que, eh bien, ces choses importent davantage quand deux personnes bâtissent une vie ensemble. Oui, dis-je à nouveau. Elles importent. On y était.
Pas une insulte directe, pas encore, mais le façonnage constant d'un récit, une femme aux moyens modestes, aux perspectives limitées, un risque potentiel. Daniel tenta de changer à nouveau de sujet, mais sa mère y revint. Nous avons déjà vu des situations, dit-elle, d'un ton doux mais ferme, où les intentions sont bonnes, mais où les différences d'origine peuvent créer des complications. Je la regardai. Quel genre de complications? Oh, dit-elle légèrement. Les attentes, les habitudes financières, les responsabilités. Point et la façon dont elles sont partagées, ajouta son père. Je croisai les mains sur mes genoux. Partagées comment? Sa mère sourit de manière équitable. Le mot resta suspendu dans l'air. Daniel s'éclaircit la gorge. Maman, c'est une conversation raisonnable, dit-elle. Oui, dis-je calmement. Elle l'est. Et c'est alors que cela arriva. Son père se recula légèrement. Sa mère chercha quelque chose à côté de sa chaise. Le silence se fit dans la pièce d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nourriture. Elle posa un dossier sur la table et, du bout de 2 doigts, le fit glisser vers moi. Nous pensons que c'est ce qu'il y a de mieux, dit-elle, avant que le mariage n'aille plus loin. Cette fois, je n'attendis pas. Je l'ouvris. La première page était exactement ce à quoi je m'attendais, un contrat de mariage. Mais en lisant, je vis plus que du jargon juridique. Je vis des suppositions que je contribuerais peu, que je pourrais être dépendante, que je pourrais prendre, que je devais être gérée avant de pouvoir faire partie de leur famille. Je lus chaque ligne attentivement. Personne ne parlait. Quand j'arrivai à la fin de la première page, je la tournai. Il y avait des notes dans la marge, de la main de sa mère, important. À discuter avant le dépôt de garantie pour la salle. Je refermai le dossier lentement, et ce n'est qu'alors que je levai les yeux. Daniel fixait son assiette. Il n'avait pas dit un mot. Je posai mes mains légèrement sur la table et, pour la première fois de la soirée, je laissai un court silence s'installer, non pas un silence de malaise, mais un silence de compréhension. Il pensait qu'il s'agissait d'argent. Il pensait qu'il s'agissait de protection. Il pensait que j'étais le risque. Je regardai Daniel, puis ses parents, et je réalisai quelque chose avec une parfaite clarté, ce n'était pas le moment où j'avais été invité dans leur famille. C'était le moment où ils avaient décidé qui j'étais autorisé à être. Ils venaient de jouer leur coup. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de choisir la mauvaise femme. Je laissai le silence durer un peu plus longtemps que la plupart des gens ne l'auraient fait, assez longtemps pour que l'inconfort s'installe dans la pièce, assez longtemps pour que chacun d'eux se demande comment j'allais réagir. Puis je posai le bout de mes doigts sur le bord du dossier et dis très calmement, « Quand cela a-t-il été rédigé ?» La mère de Daniel se redressa d'un chouïa. « Il y a quelques semaines. » Je tournai les yeux vers Daniel. « Tu étais au courant. » Il déglutit. « Nous en avons parlé. » Je ne pensais pas. « Tu ne pensais pas que je devais être informé ?» demandai-je. « Ce n'est pas ça, » dit-il rapidement. « Je ne voulais juste pas te contrarier avant les fêtes. » Son père se pencha légèrement en avant. Il n'y a pas lieu de rendre cela conflictuel. C'est simplement une précaution. Une procédure standard, en fait. Standard pour qui, demandai-je. Pour les familles dans notre position, dit-il. Je hochai la tête une fois, comme si cela répondait à quelque chose. Et quelle est cette position, demandai-je. Sa sœur bougea sur sa chaise. Papa veut juste dire les gens qui ont quelque chose à protéger. Je vois, dis-je. J'ouvris à nouveau le dossier, revenant à la première page. Et vous croyez que je n'ai rien? Personne ne répondit directement. La mère de Daniel esquissa un sourire doux et mesuré. Nous ne connaissons pas assez votre situation financière. C'est précisément le but. Il vaut mieux clarifier ces choses à l'avance. Clarifier, répétai-je. Je tournai une autre page, parcourant les termes, clauses sur les biens propres, limitation des recours, des dispositions qui ressemblaient moins à une protection mutuelle qu'à une ligne de démarcation tracée par avance. Et qui a rédigé ceci, demandai-je. Notre avocat de famille, dit son père. Pour les deux parties, demandai-je. Un silence. Eh bien, dit-il, notre avocat a préparé le document initial. Vous seriez, bien sûr, libre de le faire examiner par votre propre conseil. Bien sûr, dis-je doucement. Je refermai à nouveau le dossier et posai mes mains dessus.
Daniel attrapa son verre d'eau et but une gorgée dont il ne semblait pas avoir besoin. Sa main tremblait légèrement. Ce n'est pas personnel, dit-il. Il demanderait ça à n'importe qui. Je tournai la tête lentement et le regardai. Et toi, le ferais-tu, demandai-je. Il hésita. Ce n'est pas juste, dit-il. Non, convins-je. Ça ne l'est pas. Sa mère intervint, son ton toujours doux mais plus ferme à présent. Nous ne vous accusons de rien. Nous sommes simplement responsables. Le mariage n'est pas seulement émotionnel, il est pragmatique. Je suis d'accord, dis-je. Son sourire revint, soulagé. Alors vous comprenez. Je comprends que vous croyez être pragmatique, dis-je. Ce que j'essaie encore de comprendre, c'est de quoi, exactement, vous croyez protéger votre fils. Les mots tombèrent de façon plus directe que tout ce que j'avais dit jusque-là. Le visage de son père se crispa. Des complications, dit-il. Des malentendus, des situations qui deviennent difficiles à dénouer plus tard. Difficiles pour qui, demandai-je. Pour toutes les personnes impliquées, répondit-il. Je hochai de nouveau la tête, comme s'il s'agissait d'une conversation que je prenais au sérieux parce que c'était le cas. Je fis glisser le dossier de quelques centimètres vers moi, sans le rejeter, sans l'accepter, le maintenant simplement en place. Et Daniel, dis-je en me tournant vers lui, tu as accepté cela. Je n'ai pas accepté, dit-il vivement. Je n'ai juste pas dit non. C'est la même chose, dis-je. Il tressaillit légèrement, comme un homme qui vient de réaliser le poids d'une petite décision. Je laissai le silence revenir le temps d'une inspiration. Puis je demandai très calmement, quelle est la valeur actuelle du fonds fiduciaire de Daniel? La question changea instantanément l'atmosphère de la pièce. Son père cligna des yeux. Pardon? Vous avez mentionné une protection, dis-je. Je suppose que cela inclut les actifs existants. Je demande donc, quelle est la valeur actuelle de son fonds? La sœur de Daniel laissa échapper un petit rire surpris. C'est un peu direct, vous ne trouvez pas? Je suis pragmatique, dis-je. La bouche de son père se serra. Ce n'est pas une chose dont on discute à la légère. Et pourtant, vous me demandez de signer un document légal qui affecterait mon avenir en me basant sur cette information, dis-je. Je ne vois donc pas comment elle pourrait rester confidentielle. Personne ne parla pendant un instant. Je continuai, mon ton inchangé. La maison est-elle au nom de Daniel ou détenue par un fonds familial? Ce n'est pas pertinent, dit son père. Ça l'est si nous discutons de biens matrimoniaux, répliquai-je. Daniel remua sur sa chaise. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous ces détails ce soir. Ah bon, demandai-je. Sa mère intervint rapidement. C'est précisément pour cela que nous voulions avoir cette conversation tôt, afin que les attentes soient claires. Claires pour qui, demandai-je à nouveau. Son sourire s'amincit. Je laissai mon regard parcourir la table, les observant tour à tour. Je suis aussi curieuse, dis-je, au sujet des dettes en cours de Daniel. Daniel releva brusquement la tête. Quoi? Tu as une ligne de crédit liée à l'entreprise que tu as lancée il y a 2 ans, dis-je. Est-ce que c'est entièrement réglé? Il devint livide. Sa sœur le regarda avec sévérité. De quoi parle-t-elle? Ce n'est rien, dit Daniel précipitamment. C'est sous contrôle. Vraiment, demandai-je, toujours calme. Son père fronça les sourcils. Comment pourriez-vous être au courant de cela? Je croisai son regard. Parce que j'écoute, dis-je. La pièce était maintenant plongée dans un silence total. Plus personne ne mangeait. Les lumières du sapin clignotaient doucement dans le coin. Daniel me regardait, un mélange de confusion et de peur dans les yeux. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-il. Je réfléchis un instant. Parce que tu m'as demandé de prendre cela au sérieux, dis-je. Sa mère posa sa fourchette avec précaution. Cela semble inutile. Vraiment, demandai-je. Oui, dit-elle. Nous essayons d'aborder cela de manière respectueuse et structurée. Et je réponds de la même manière, dis-je. Son expression se durcit d'un cran. Vous êtes sur la défensive, dit-elle. Je suis rigoureuse, répliquai-je. Son père se recula dans son fauteuil, m'étudiant désormais avec une attention différente. Qu'est-ce que vous faites exactement à la base? Demanda-t-il.
On y était. Pas de la curiosité, un nouveau calcul. Je soutins son regard. Plus que de remplir de la paperasse, dis-je. Daniel laissa échapper un soupir discret. Est-ce qu'on peut juste? Est-ce qu'on peut ralentir une seconde? Non, dis-je doucement. Je ne pense pas, il me regarda, surpris. Parce que ce moment est important, continuai-je. Et si nous passons dessus trop vite, nous ferons semblant que cela ne s'est pas passé comme cela s'est réellement passé. Sa mère croisa les mains devant elle. Nous vous avons traité avec respect, dit-elle. Je la regardai pendant un long moment. Non, dis-je calmement. Vous m'avez traité avec méfiance. La nuance sembla porter. Personne ne parla. Je reposai ma main légèrement sur le dossier. Vous n'avez pas tort de vouloir de la clarté, dis-je. Vous n'avez pas tort de vouloir de l'équité. Ce sont des choses raisonnables. Les épaules de son père se relâchèrent légèrement, comme s'il pensait que nous allions vers un accord. Mais l'équité exige de l'information, continuai-je, des deux côtés. Je fis glisser le dossier un peu plus loin vers le centre de la table. Et pour l'instant, dis-je, vous n'avez pas la mienne. La mère de Daniel fronça les sourcils. Alors c'est peut-être le moment de la partager. Je la regardai, puis Daniel, et à ce moment-là, je compris quelque chose avec une certitude absolue, ils croyaient toujours que cette conversation se déroulait selon leurs termes. Ils croyaient toujours qu'ils fixaient les conditions. Ils croyaient toujours que c'était moi qui avais quelque chose à prouver. Je pris une lente inspiration et, pour la première fois de la soirée, je m'autorisai à envisager ce qui allait suivre non pas comme une réaction, mais comme une décision. Je me redressai sur ma chaise et dis très calmement, « Très bien. » « Très bien, » répétai-je, un peu plus fermement cette fois pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je croisai mes mains sur le contrat. Si nous devons avoir une conversation sérieuse sur l'équité, alors faisons-le convenablement. La mère de Daniel hocha la tête, soulagée, comme si elle croyait que j'acceptais enfin le rôle qu'elle m'avait préparé. Oui, dit-elle. C'est exactement ce que nous demandons. Je regardai Daniel d'abord. Avant que je ne réponde à quoi que ce soit d'autre, dis-je, j'ai besoin de comprendre une chose. Il croisa mon regard, inquiet. D'accord. Pourquoi n'as-tu pas arrêté ça, demandai-je. Il déglutit. Je te l'ai dit, je ne voulais pas faire de scène. Une scène, répétai-je doucement. Je pensais que si nous passions juste le dîner, nous pourrions en parler plus tard, en privé, sans tout cela. Tout cela, dis-je en désignant le dossier, était déjà décidé. La seule chose que tu as reportée, c'est de m'en informer. Il ne répondit pas. Je laissai cela s'installer entre nous. Puis je me tournai vers ses parents. Vous dites vouloir de la clarté, continuai-je. Alors, laissez-moi vous en offrir un peu. Je m'adossai légèrement à ma chaise, non par défi, mais avec assurance. J'ai 38 ans, dis-je. Je subviens à mes besoins depuis l'âge de 18 ans. Je n'ai aucune dette personnelle. Je suis propriétaire de ma maison. Je gère mes propres comptes de retraite. Je ne dépends pas de Daniel pour ma stabilité financière. Et je n'ai pas besoin d'accéder aux actifs de votre famille pour vivre confortablement. La sœur de Daniel cligna des yeux, surprise. Les yeux de son père se plissèrent, il réévaluait la situation. Et pour ce qui est de mon travail, ajoutai-je, vous avez raison de dire que je travaille à la base. Je marquai une pause, juste assez longtemps pour que le poids de cet euphémisme soit ressenti. Mais pas de la manière que vous avez supposé. Daniel se pencha en avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je le regardai, puis je regardai ses parents, et je parlais sans détour. Je suis général de division dans le corps des marines des États-Unis. Pendant un instant, personne ne réagit. C'était trop loin de ce qu'ils attendaient. Puis sa sœur laissa échapper un petit rire incrédule. Je vous demande pardon? Quoi? Je suis général 2 étoiles, dis-je, d'une voix calme et égale. Je commande du personnel, je supervise des opérations et je prends des décisions qui ont des conséquences juridiques, financières et humaines. Mes responsabilités vont bien au-delà des tâches administratives. Daniel me fixait. Tu es sérieuse? Demanda-t-il. Oui. L'expression de sa mère changea, la confusion laissant place à quelque chose de plus vif. Ce n'est pas le genre de choses que l'on cache.
Je ne l'ai pas caché, dis-je. J'ai simplement choisi de ne pas le mettre en avant. Son père se pencha vers moi, m'étudiant comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Si c'est vrai, dit-il lentement, alors pourquoi? Pourquoi suis-je assise ici dans un vieux manteau, terminai-je pour lui? Il ne répondit pas. Je lui fis la courtoisie de finir ma pensée de toute façon. Parce que je voulais savoir comment vous traiteriez quelqu'un dont vous pensiez qu'il n'avait rien à vous offrir. Les mots se répandirent dans la pièce comme une pierre jetée dans une eau calme. Daniel me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Tu ne me l'as jamais dit, dit-il doucement. Non, convins-je. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi, demanda-t-il. Je soutins son regard. Parce que je voulais une relation dans ma vie qui ne soit pas définie par mon grade, dis-je. Je voulais savoir si je pouvais être connu en tant que personne avant d'être connu par un titre. Sa mère secoua légèrement la tête. Cela semble trompeur. Vraiment, demandai-je. Oui, dit-elle. Vous nous avez laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. Je vous ai laissé croire ce que vous n'avez jamais remis en question, répliquai-je. Son père se rassit lentement. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant, dis-je, nous avons la conversation que vous vouliez, avec toutes les cartes sur la table. Je soulevai à nouveau le dossier, tapotant dessus légèrement. Ce document, continuai-je, n'est pas intrinsèquement déraisonnable. Les contrats de mariage peuvent être utiles quand les deux parties s'y engagent en toute connaissance de cause, avec des conseils indépendants et un respect mutuel. Sa mère hocha la tête un peu trop vite. Exactement. Mais ceci, dis-je en l'ouvrant à nouveau et en le tournant pour qu'il puisse voir, n'est pas cela. Je pointai une clause. Cette section présume une disparité de revenus et limite les recours futurs en conséquence. Cette présomption est erronée. Je tournai une autre page. Cette disposition restreint l'accès à certains actifs sans en révéler la structure. Cela crée un déséquilibre d'information. Une autre page. Et cette formulation ici, ajoutai-je en tapotant la note marginale, n'a rien de juridique. Elle est personnelle. Elle reflète une inquiétude sur le caractère plutôt qu'une inquiétude sur les actifs. La sœur de Daniel bougea, mal à l'aise. Son père fronça les sourcils. C'est notre avocat qui a rédigé cela. Votre avocat a rédigé un document basé sur votre point de vue, dis-je, et non sur une compréhension complète des deux parties impliquées. Et que suggéreriez-vous, demanda-t-il. Je suggérerais, dis-je calmement, que si nous devons discuter d'un accord légal, il soit rédigé par des conseils séparés avec une divulgation totale des deux côtés, et avec des termes qui protègent chaque partie de manière égale. Les lèvres de sa mère se serrèrent. Et vous attendez de nous que nous acceptions cela, tout simplement, demanda-t-elle. J'attends de vous que vous reconnaissiez que je ne suis pas la personne que vous pensiez, dis-je. Le silence retomba sur la pièce. Daniel passa une main dans ses cheveux. Je ne sais même plus quoi dire. Tu pourrais commencer par dire la vérité, dis-je. Il me regarda, peiné. Je ne pensais pas que cela importait. Cela importait pour eux, dis-je. Et tu as laissé cela importer sans poser de questions. Son père expira lentement. Eh bien, dit-il, c'est inattendu. Oui, dis-je, ça l'est. Sa mère prit son verre de vin, but une petite gorgée et le reposa avec soin. Si ce que vous dites est exact, dit-elle, alors peut-être avons-nous tous fait des suppositions erronées. C'est une façon de voir les choses, répondis-je. Ses yeux rencontrèrent les miens. Et vous, ajouta-t-elle, vous avez choisi de ne pas nous détromper. C'est également vrai. Un long silence suivit. Puis elle dit, je suppose que la question maintenant est de savoir où nous allons à partir de là. Je réfléchis. Je regardais Daniel, son père, sa mère, le contrat toujours posé entre nous, et je réalisais quelque chose qui n'avait rien à voir avec le grade, l'argent ou le droit, il ne s'agissait plus de ce qu'ils pensaient de moi. Il s'agissait de ce que je pensais d'eux. Je refermai doucement le dossier et le reposai sur la table. Vous avez demandé de la clarté, dis-je. Et maintenant vous l'avez. Pendant un moment après mes paroles, personne ne bougea. Le contrat trônait au centre de la table comme un objet ayant perdu sa raison d'être. La mère de Daniel fut la première à se ressaisir. Elle ajusta sa serviette, la lissa sur ses genoux et releva légèrement le menton. Eh bien, dit-elle, d'une voix soigneusement mesurée, cela change certainement le contexte.
Ah bon, demandai-je. Ses yeux sillèrent, elle ne s'attendait pas à cette réponse. Bien sûr que oui. Nous agissions selon une certaine compréhension. Oui, dis-je. La vôtre. Son père se pencha en avant, posant légèrement ses coudes sur la table. Vous devez admettre, dit-il, que la plupart des gens auraient révélé une telle chose. La plupart des gens mettent en avant ce qu'ils pensent être de nature à garantir leur position, répliquai-je. J'ai choisi de ne pas le faire. Daniel nous regardait tour à tour, le visage pâle. Je ne comprends toujours pas, dit-il. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pas seulement à eux, à moi. Je me tournai pleinement vers lui. Parce que j'avais besoin de savoir avec qui je bâtissais ma vie, dis-je. Pas qui tu deviendrais si tu connaissais mon grade. Ce n'est pas juste, dit-il. Non, dis-je doucement. Ce qui s'est passé ce soir n'était pas juste. Il tressaillit. Sa sœur remua sur sa chaise, manifestement mal à l'aise désormais. D'accord, mais on a l'impression que c'était un test, dit-elle. Comme si vous aviez tout manigancé. Je n'ai rien manigancé du tout, dis-je. J'ai accepté une invitation et je me suis présenté en prétendant être quelqu'un d'autre, dit-elle. Je soutins son regard. Je me suis présenté sans m'annoncer. Il y a une différence. Sa mère expira lentement. Quoi qu'il en soit, dit-elle, nous en sommes là, et nous devons encore discuter de l'avenir. Je hochai la tête une fois. C'est vrai. Elle se pencha légèrement, retrouvant un peu de son assurance. Alors soyons pragmatiques. Si vous êtes vraiment dans la position que vous affirmez, alors vous comprenez l'importance de la structure, des accords, des limites. Je la comprends, dis-je. Alors vous devez aussi comprendre que les familles comme la nôtre sont. Point pas unique, dis-je, lui coupant doucement la parole. Ses lèvres se serrèrent. J'ai passé toute ma vie d'adulte à travailler avec des gens de tous les milieux imaginables, continuai-je. Riches, pauvres, instruits ou non, ce qui les distingue n'est pas ce qu'ils possèdent, c'est la façon dont ils se comportent quand ils croient que personne ne regarde. Personne ne parla. Daniel fixait ses mains. Je reportai mon attention sur lui. Daniel, dis-je, d'un ton plus doux. Je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu me répondes honnêtement. Il leva les yeux. Quand tes parents ont décidé de présenter ceci ce soir, dis-je en tapotant le dossier, étais-tu d'accord avec eux? Il ouvrit la bouche, puis la referma. Je pensais que c'était raisonnable, finit-il par dire. Juste par précaution. Même en sachant ce que tu sais de moi, demandai-je. Il hésita. Je ne savais pas ceci, dit-il en faisant un geste vers moi, vers tout ce que je venais de révéler. Non, dis-je, mais tu me connaissais, moi. L'argument porta. Il baissa de nouveau les yeux. Je ne pensais pas qu'ils essayaient de te blesser, dit-il doucement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, répliquai-je. Le silence s'étira entre nous. Puis, lentement, il dit, je ne les ai pas arrêtés. Je hochai la tête une fois. C'est ce que j'avais besoin de savoir. Sa mère intervint vivement. Daniel essayait de préserver la paix, dit-elle. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Je tournai la tête vers elle. Si, dis-je, on peut. Ses yeux s'agrandirent légèrement. Préserver la paix, continuai-je, au détriment de la dignité de quelqu'un d'autre, ce n'est pas la paix. C'est de la fuite. Son père bougea sur son siège. Écoutez, dit-il. Personne n'avait l'intention de compromettre votre dignité. Je croisai son regard. Vous m'avez tendu un document conçu pour limiter ma place dans votre famille avant même de savoir qui j'étais, dis-je. Vous avez fait des suppositions sur mon caractère en vous basant sur ce que je portais, ce que je disais et ce que vous croyez que je pouvais offrir. Ce n'est pas, commença sa sœur. Si, ça l'est, dis-je, toujours calme. Le silence revint dans la pièce. Je le laissai durer. Puis, je fis une chose à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Je tendis la main, fis glisser la bague de fiançailles de mon doigt et la posai délicatement sur la table, à côté du contrat. Le petit bruit qu'elle fit contre le bois sembla plus fort que tout le reste ce soir-là. Daniel releva la tête d'un bond. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. « Je marque une pause, dis-je. »« Une pause » Sa voix se brisa légèrement.
Tu enlèves ta bague devant ma famille et tu appelles ça une pause? Oui, dis-je. Pourquoi, exigea-t-il. Je le regardai, non sans tendresse. Parce que je ne sais pas si tu es prêt à te tenir à mes côtés, dis-je. Et je ne suis pas prête à bâtir un mariage sur l'incertitude. Le visage de sa mère se crispa. C'est une réaction excessive, dit-elle. Non, répondis-je. C'est une décision. Son père se pencha, sa voix plus ferme maintenant. Vous allez rompre des fiançailles à cause d'une conversation? Je prends du recul, le corrigeai-je, à cause de ce que cette conversation a révélé. Daniel secoua la tête, l'incrédulité et la douleur marquées sur son visage. Tu aurais pu me le dire, répéta-t-il. Et tu aurais pu me faire confiance, dis-je. C'était la vérité au cœur du problème. Pas le contrat, pas le dîner à la confiance. Je me levai lentement, lissant ma jupe. Merci pour le repas, dis-je à ses parents d'une voix assurée. Il était très bien préparé. Sa mère me fixait, désormais sans voix. Je récupérai mon manteau sur la chaise où il avait été posé plus tôt. La laine usée me parut plus lourde dans mes mains qu'à mon arrivée. Avant de me détourner pour partir, je regardai Daniel une dernière fois. Je pensais ce que j'ai dit, lui dis-je. Ce n'est pas la fin, mais ce n'est plus le début non plus. Il ne bougea pas. Aucun d'eux ne bougea. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvris et sortis dans la nuit froide de décembre. L'air frappa mon visage, vif et pur. Derrière moi, j'entendis la porte se refermer. Et pour la première fois de la soirée, je m'autorisai à ressentir les choses. Pas de la colère, pas du triomphe, de la tristesse. Parce que parfois, le plus difficile quand on voit les gens tels qu'ils sont, c'est de réaliser qu'ils ne sont pas ceux que l'on espérait. Les premiers jours après Noël furent les plus calmes dont je me souvienne depuis des années. Pas le genre de calme que l'on ressent après une longue journée de travail quand on s'assoit avec une tasse de thé et qu'on laisse le monde s'apaiser. C'était un calme plus profond, celui qui laisse de la place aux pensées que l'on a été trop occupé pour affronter. Je retournai à la base au matin du 26. La routine m'aida. Des briefings m'attendaient, des rapports nécessitaient une révision, un problème de personnel avait été retardé par les fêtes. Dans mon monde, les décisions ne s'arrêtent pas parce que c'est Noël. Les gens dépendent toujours de la clarté, de la direction, de quelqu'un prêt à prendre ses responsabilités. J'ai donc repris ce rôle sans hésiter. En uniforme, tout prenait son sens. Les gens se levaient quand j'entrais dans une pièce. Les conversations devenaient plus sérieuses. L'information était présentée directement. Personne ne se demandait ce que j'apportais ou si j'avais ma place à table. Mon autorité n'était pas une question, c'était un fait. Il y a un certain confort là-dedans, même si on ne l'admet pas. Mais quand je rentrais chez moi le soir, le silence revenait. Ma maison me semblait plus grande qu'auparavant. Le petit sapin artificiel était toujours dans le coin du salon, les lumières éteintes désormais, les décorations captant l'éclat ténu du réverbère extérieur. La tarte que Daniel avait apportée était toujours sur le comptoir le premier soir. Je la jetai le lendemain matin. Je n'eus pas de ces nouvelles tout de suite. Cela ne me surprit pas. Daniel n'était pas un homme qui se précipitait dans les conversations difficiles. Il les abordait comme certains abordent l'eau froide, lentement, prudemment, espérant s'habituer avant de s'y plonger totalement. Le troisième jour, il appela. Je laissai sonner et passai au répondeur. Son message était court. « Je suis désolé, dit-il. Je ne sais même pas par où commencer, mais je suis désolé. Rappelle-moi quand tu seras prête, s'il te plaît. » Je l'écoutai une fois, puis je l'effaçai. Pas par colère, par discipline. J'avais appris avec les années que les réponses immédiates viennent souvent de l'émotion et non de la clarté, et je voulais comprendre ce que je ressentais avant d'essayer de le lui expliquer. Une semaine passa. Le travail occupa la majeure partie de mon temps. Des réunions, des revues ou de longues heures qui se confondaient les unes avec les autres. Il y avait des moments où j'oubliais complètement le dîner de Noël, le contrat, le regard sur le visage de Daniel quand j'avais posé la bague sur la table. Mais un petit rien me le rappelait soudain, un couple se tenant la main sur un parking, une annonce de mariage dans le journal, une carte de Noël restée non ouverte sur le comptoir de ma cuisine. À la deuxième semaine, les appels cessèrent. À la place, une lettre arriva. Elle était manuscrite. Je reconnus immédiatement son écriture, appliquée, légèrement penchée,
La façon dont il écrivait toujours les listes de courses. Je la posai sur la table et la regardai longtemps avant de l'ouvrir. Quand je le fis enfin, je la lus lentement. Il n'essaya pas de se justifier. C'est la première chose que je remarquai. Il écrivit sur cette nuit-là, sur ce qu'il avait vu et ce qu'il n'avait pas su voir. Il admit qu'il était au courant pour le contrat et qu'il s'était convaincu que ce n'était qu'une formalité. Il admit qu'il s'était davantage soucié d'éviter le conflit que de me protéger. Je pensais être raisonnable, écrivait-il. Je pensais que j'aplanissais les choses. Je ne réalisais pas que je te laissais marcher vers quelque chose d'injuste. Il fit une pause, puis continua. Je ne réalisais pas non plus à quel point j'aimais la version de toi que je croyais connaître. Cette ligne me fit m'arrêter. Il poursuivait en expliquant sa pensée. Il disait qu'il lui avait été plus facile de se sentir stable, confiant, voire un peu important aux côtés de quelqu'un qu'il croyait avoir besoin de lui et qu'il n'avait jamais posé de questions plus approfondies sur mon travail parce qu'il ne voulait pas rompre cet équilibre. Je n'en suis pas fier, écrivait-il. Mais c'est la vérité. Je reposai la lettre un instant et regardai par la fenêtre. On y était, pas seulement des excuses, mais une compréhension qui comptait plus que tout ce qu'il aurait pu dire les premiers jours. La lettre suivante arriva 4 jours plus tard. Celle-ci était plus courte. J'ai commencé à voir quelqu'un, écrivit-il, un conseiller. Je ne pense pas savoir comment gérer mes parents comme je le devrais. Je veux apprendre. Il ne me demandait pas de revenir. Il ne me demandait pas de lui pardonner. Il me disait simplement ce qu'il faisait. Cela comptait aussi. À la 3e semaine, j'avais 3 lettres, chacune un peu plus claire que la précédente. Il écrivait sur son enfance, sur la façon dont ses parents prenaient les décisions, sur la manière dont les désaccords étaient gérés, non par un conflit ouvert, mais par une pression silencieuse. Il racontait comment il avait appris à maintenir la paix en s'effaçant plutôt qu'en s'affirmant. Je pensais que c'était de la maturité, écrivait-il. Je commence à voir que c'était de la fuite. Je lus cette phrase 2 fois. Puis je repliai la lettre et la rangeai avec les autres. Je ne répondis pas encore. Vers la même époque, je reçus un appel que je n'attendais pas, la mère de Daniel. Je laissai sonner 1 fois, 2 fois, puis je décrochai. Allô ? Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. J'espère que je ne vous dérange pas, dit-elle. Pas du tout, répondis-je. Un autre silence. Je voulais faire un suivi, dit-elle, choisissant ses mots avec soin. Au sujet de Noël. Oui, dis-je. Je crois que les choses ont pu être mal comprises, continua-t-elle. Je m'adossai légèrement à ma chaise. Dans quel sens, demandai-je. Nous essayons d'être responsables, dit-elle. Et peut-être que la façon dont nous l'avons abordé était trop directe. Le problème n'était pas la franchise, dis-je. Elle hésita. Quel était le problème, selon vous, demanda-t-elle. Les suppositions, dis-je. Un silence. Puis, plus doucement, je vois. Je n'étais pas sûr qu'elle voyait vraiment. Je voulais aussi dire, ajouta-t-elle, que nous n'étions pas au courant de votre situation. Je le comprends, dis-je. Et si nous l'avions su, poursuivit-elle, nous aurions géré les choses différemment. Je laissai cette phrase flotter un instant. Vraiment, demandai-je. Elle ne répondit pas immédiatement. Je l'espère, dit-elle enfin. C'était honnête, à sa façon. Alors peut-être que le problème n'était pas le manque d'informations, dis-je. C'était le point de vue. Un autre silence. Je suppose, dit-elle lentement. Il y a une part de vérité là-dedans. Nous mîmes fin à l'appel peu après. Ce n'étaient pas des excuses, pas encore. Mais c'était un début de mouvement. Le véritable changement survint quelques jours plus tard. Une lettre arriva du père de Daniel et dactylographiée, pas manuscrite. Brève. Je vous ai mal jugé, disait-elle. Pas à cause de ce que vous avez caché, mais à cause de ce que j'ai supposé. C'est ma responsabilité. Je regrette la façon dont cela s'est manifesté. Pas d'explication, pas d'excuse, juste cela. Je la lus 1 fois, puis je la mis de côté. C'était suffisant non pas pour tout réparer, mais pour reconnaître que quelque chose avait été brisé. La semaine suivante, j'appelai Daniel. Nous avons convenu de nous voir pas chez ses parents, pas chez moi.
dans un petit restaurant de bord de route, le genre d'endroit où le café est toujours chaud, les banquettes usées, et où personne ne prête attention à qui vous êtes. C'était parfait. Quand j'entrai, il était déjà là. Il se leva en m'apercevant. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis il dit doucement, « Merci d'être venu. » Je hochai la tête et, pour la première fois depuis Noël, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Sans rien entre nous, il paraissait plus mince. Pas d'une manière que la plupart des gens remarqueraient d'emblée, mais je le vis. Les rides autour de ses yeux étaient un peu plus marquées. Ses épaules ne semblaient plus aussi décontractées qu'avant. Il y avait quelque chose dans sa posture de moins assuré, de plus réfléchi. Il attendit que je sois installé sur la banquette pour se rasseoir. Une serveuse s'approcha, nous versa du café sans poser de questions, et nous laissa 2 menus dont nous n'avions pas besoin. « Merci d'être venu, dit-il à nouveau. »« Tu l'as déjà dit, répondis-je, pas méchamment. »« Je sais. » Il esquissa un petit sourire nerveux. « Je ne voulais juste rien supposer. »« C'est nouveau, dis-je. » Il hocha la tête. « J'essaie. » Nous restâmes ainsi un moment. Dehors, les voitures défilaient régulièrement sur la route. À l'intérieur, le bourdonnement feutré des conversations et le cliquetis de la vaisselle créaient une sorte d'intimité qui ne semblait pas forcée. Autour de nous, des couples plus âgés se penchaient l'un vers l'autre, partageant des histoires, finissant des repas qu'ils commandaient probablement de la même façon depuis des années. Cela ancrait le moment présent. Daniel entoura sa tasse de café de ses mains. « J'ai lu ton visage ce soir-là, dit-il. Après le contrat, j'ai su que quelque chose avait changé. Je ne comprenais juste pas quoi. »« Tu comprends maintenant, demandai-je. Il hocha la tête lentement. « Mieux qu'avant. » Pas totalement, mais assez pour savoir que j'avais tort. Je n'ai pas réagi tout de suite, continua-t-il. Je me disais sans cesse que ce n'était pas grave, dit-il. Que ce n'était que de la paperasse. Que tout le monde le faisait. Tout le monde ne le fait pas, dis-je. Je le sais maintenant. Il fit une pause. Ce n'était pas le contrat, n'est-ce pas? Non, dis-je, ce n'était pas ça. C'était moi, dit-il. C'était ce que tu n'as pas fait, le corrigeai-je doucement. Il baissa les yeux vers la table. J'y ai réfléchi, dit-il, beaucoup. J'attendis. J'ai toujours cru que j'étais un homme bon, continua-t-il. Et à bien des égards, je le pense encore. Mais j'ai commencé à réaliser qu'être bon quand les choses sont faciles ne signifie pas grand-chose. Non, dis-je doucement, ça ne signifie rien. Il rencontra mon regard. Je ne t'ai pas défendu, dit-il. Pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je ne voulais pas affronter mes parents. Je me disais que je réglerais ça plus tard, en privé, mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Oui, dis-je. Je suis désolé, dit-il. Je le croyais. Mais la croyance, je l'avais appris, n'est pas la même chose que la confiance. Que as-tu fait depuis lors, demandai-je. Il parut soulagé par la question, plus solide. Je vois un conseiller, dit-il, comme je l'ai écrit. 2 fois par semaine au début, maintenant 1 fois. Je hochai la tête. Je ne réalisais pas à quel point j'ai passé ma vie à essayer d'arranger les choses, poursuivit-il. À quel point j'évite le conflit, surtout avec mes parents. Ce n'est pas rare, dis-je. Je sais, répondit-il. Mais ce n'est pas ce que je veux continuer à faire. Il prit une inspiration. J'ai aussi vu un avocat, ajouta-t-il. Pas celui de mes parents, le mien. Cela attira mon attention. Et, demandai-je. Il m'a expliqué à quoi ressemble réellement un accord équitable, dit Daniel. Divulgation mutuelle, représentation séparée, des termes qui protègent les 2 personnes, pas seulement une. C'est exact, dis-je. Je ne savais pas ça, admit-il. J'ai simplement supposé que mes parents savaient ce qu'ils faisaient. Les suppositions semblent être un trait de famille, dis-je. Il eut un petit sourire amer. Ouais, j'ai remarqué. Nous sommes restés silencieux un moment, absorbant chacun ce qui venait d'être dit. Finalement, il me regarda à nouveau. Je ne te demande pas de revenir, dit-il. Pas encore. Je sais que je n'en ai pas le droit. J'appréciais s'être tenu. Je voulais juste que tu saches que j'y travaille, continua-t-il. Sur moi-même,
sur ma façon de gérer les choses, sur ma façon d'être présent. Je l'étudiais. Il n'essayait pas de me persuader. Il n'essayait pas de me charmer pour retrouver sa place. Il disait simplement la vérité telle qu'il la comprenait. C'était nouveau. Et tes parents, demandai-je. Il expira lentement. Ça a été plus dur, dit-il. Mais j'ai commencé à fixer des limites. De quelle manière? Je leur ai dit que je ne discuterai pas de notre relation à moins que tu ne sois présente, dit-il. Et que si jamais nous décidions d'avancer à nouveau, des décisions comme celle-là, il désigna du menton le souvenir invisible du contrat, ne se prendrait plus sans que nous soyons tous les deux impliqués dès le début. Et comment ont-ils réagi, demandai-je. Ma mère était contrariée, admit-il. Mon père n'a pas dit grand-chose au début, mais il t'a écrit cette lettre. Je l'ai reçue, dis-je. Il hocha la tête. Il ne s'excuse pas facilement, dit Daniel. C'était un grand pas pour lui. Je sais, dis-je. Le silence revint. La serveuse revint remplir nos tasses et nous demanda si nous voulions autre chose. Nous avons tous les deux fait signe que non. Quand elle s'éloigna, Daniel reprit la parole. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance maintenant, dit-il. Je veux juste avoir la chance de devenir quelqu'un en qui tu pourras à nouveau avoir confiance. Je laissai cette phrase flotter entre nous. Dehors, un camion passa, ses phares balayant brièvement la fenêtre. La confiance ne se demande pas, dis-je enfin. Elle se construit. Je sais, dit-il. Et cela prend du temps, ajoutai-je. J'ai tout mon temps, répondit-il. Je le regardai pendant un long moment. Il n'y avait aucune certitude dans ce que je ressentais, aucune réponse tranchée. Mais il y avait autre chose, une possibilité. Je ne suis pas prête à prendre une décision aujourd'hui, dis-je. Je comprends, dit-il. Mais je suis prête à continuer à discuter, continuai-je. Le soulagement se lut sur son visage, discret mais indéniable. Merci, dit-il. Je hochai la tête une fois. Nous avons fini notre café dans un silence plus confortable qu'auparavant. Au moment de partir, il ne chercha pas à me prendre la main. Il ne tenta pas de réduire la distance. Il se contenta de marcher à mes côtés jusqu'à la porte. Dehors, l'air était à nouveau froid, bien que moins mordant que le soir du réveillon. Nous sommes restés là un instant. Même endroit la semaine prochaine, demanda-t-il. Oui, dis-je. Il sourit, d'un sourire vrai. Je serai là, dit-il. Je sais, répondis-je. Et en marchant vers ma voiture, je réalisais une chose que je ne m'étais pas autorisé à envisager auparavant, non pas que tout serait facile, non pas que tout serait réparé, mais que parfois, les gens peuvent apprendre. Si cette histoire vous a fait marquer une pause, ne serait-ce qu'un instant, et réfléchir à la façon dont nous traitons les autres quand nous croyons qu'ils n'ont rien à nous offrir, alors elle a déjà accompli quelque chose d'important. Si vous avez déjà été sous-estimé, ou si vous avez réalisé que vous aviez sous-estimé quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas seul. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que le respect ne se gagne pas par les titres ou la richesse, il se révèle à travers le comportement. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de force tranquille, de seconde chance et de ces vérités qui changent les gens lentement, vous serez toujours les bienvenus ici.